Avant de commencer, écris dans les commentaires « Certaines âmes ne meurent jamais ». Ça semble simple, mais ça prendra tout son sens dans quelques instants. Cette histoire n'est pas juste du divertissement. C'est quelque chose qui va bousculer ce que tu crois savoir sur la mort, la mémoire et les liens qui traversent le temps. Ce que tu vas entendre est authentique, documenté, impossible à expliquer, et pourtant totalement réel. Peut-être que tu as déjà ressenti ce vide étrange. Comme si quelque chose en toi appartenait à une autre époque. Comme si certains souvenirs n'étaient pas vraiment les tiens. Comme si une partie de ton âme savait des choses que ton esprit ignore. Parce que parfois, la fin n'est qu'un commencement qu'on n'a pas su reconnaître. Ce que tu vas vivre dans les prochaines minutes, ce n'est pas qu'un récit. C'est une plongée émotionnelle avec des rebondissements, des frissons, des larmes et peut-être, au détour d'une phrase, tu te reconnaîtras plus que tu ne l'imagines. Cette histoire a un début troublant, un milieu qui te glacera le sang et une fin qui changera ta façon de voir la vie et la mort. Et même si tu crois avoir compris où ça mène, attends. Ce qui se passe dans les dernières minutes peut tout bouleverser. Si cette histoire te touche, si elle résonne en toi, laisse un like et abonne-toi. Parce qu'ici, on ne fait pas que raconter des histoires. On partage des vérités qui réveillent l'âme. Et toi, tu fais partie de ça. Maintenant, ferme les yeux une seconde. Respire profondément et prépare-toi à découvrir l'histoire vraie de Louise Delacroix, la petite fille qui se souvenait de sa propre mort. Une petite fille de 2 ans qui décrit sa propre mort avec des détails impossibles à connaître, des cicatrices inexplicables qui correspondent parfaitement à des blessures d'une autre époque. Un secret enfoui depuis 80 ans qui ressurgit à travers les yeux innocents d'un enfant. Voici l'histoire vraie de Louise Delacroix, le premier cas de réincarnation documenté et prouvé en France. Le silence de la nuit était total dans la petite maison de la banlieue lyonnaise. Mathilde Delacroix dormait profondément lorsqu'un cri perçant la réveilla en sursaut. Son cœur bondit dans sa poitrine. C'était Louise, sa fille de 2 ans, qui hurlait depuis sa chambre. Mathilde se précipita dans le couloir, ses pieds nus glissant sur le parquet froid. Quand elle poussa la porte, elle trouva sa fille debout dans son petit lit, le visage trempé de larmes, les yeux grands ouverts fixant le vide avec une terreur absolue. « Louise, ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» murmura Mathilde en la prenant dans ses bras. Mais la petite ne se calma pas. Son corps tremblait violemment, comme secoué par une force invisible. Et puis, d'une voix rauque qui ne semblait pas lui appartenir, elle prononça ces mots glaçants. « Le feu, je brûle encore. Maman, sors-moi de là. Les flammes, elles montent. » Mathilde sentit un frisson glacial parcourir son dos. Louise ne parlait presque pas encore. Ses premiers mots avaient été balbutiés à peine quelques semaines plus tôt. Comment pouvait-elle formuler des phrases aussi complexes? Et surtout, pourquoi parlait-elle de feu, de flammes, avec une telle conviction, une telle panique? Thomas, le père de Louise, apparut à son tour dans l'embrasure de la porte, les cheveux en bataille, l'air inquiet. « Qu'est-ce qu'elle a ?» demanda-t-il en s'approchant. « Je ne sais pas. Elle parle d'un incendie. Elle dit qu'elle brûle. » Thomas fronça les sourcils. Incrédule. Il tendit les bras vers sa fille, tentant de la calmer avec une berceuse douce. Mais Louise continuait de sangloter, répétant sans cesse les mêmes phrases, comme prisonnière d'un cauchemar éveillé. Elle décrivait une maison qu'elle n'avait jamais vue, des poutres qui s'effondraient, une fumée noire qui étouffait tout. Elle suppliait qu'on la sorte, qu'on sauve les enfants. « Les enfants, ils sont encore à l'intérieur! Henri, où es-tu? Henri !» Mathilde échangea un regard troublé avec Thomas. Qui était Henri? Quel enfant parlait de sauver d'autres enfants à 2 ans? Au petit matin, épuisés et secoués, les parents décidèrent de consulter un pédiatre. Le médecin les écouta attentivement, examina Louise sous toutes les coutures, puis conclut avec un sourire rassurant « Les enfants ont une imagination débordante à cet âge. Elle a peut-être vu des images à la télévision ou entendu une histoire qui l'a marquée. Ça passera. » Mais Mathilde n'était pas convaincue. Ce soir-là, en donnant le bain à Louise, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment observé auparavant.
Sur l'épaule droite de sa fille, une marque de naissance étrange, aux contours irréguliers, comme une cicatrice ancienne, une brûlure parfaite. Mathilde passa doucement ses doigts dessus, et Louise tressaillit. « Ça fait mal, maman. Ça a toujours fait mal. » Un frisson glacial traversa Mathilde. Comment une marque de naissance pouvait-elle faire mal? Et surtout, pourquoi ressemblait-elle tant à une vieille blessure? Comme si Louise l'avait déjà portée dans une autre vie. Les semaines suivantes furent une descente progressive dans l'inquiétude. Louise ne cessait de parler de cet incendie, avec une constance troublante qui effrayait de plus en plus Mathilde. Chaque nuit, les mêmes cauchemars revenaient. Chaque matin, la petite se réveillait en pleurs, appelant des noms inconnus, réclamant des personnes que personne ne connaissait. Mais ce qui bouleversa vraiment tout, ce fut le jour où Louise prononça un prénom avec une insistance presque désespérée. C'était un après-midi de novembre. La pluie tambourinait contre les fenêtres du salon. Louise était assise par terre, entourée de ses crayons de couleur et d'une pile de feuilles blanches. Mathilde préparait le goûter dans la cuisine lorsqu'elle entendit sa fille murmurer encore et encore. « Marguerite, je m'appelle Marguerite, pas Louise, Marguerite. » Elle s'approcha doucement du salon et observa sa fille. Louise dessinait avec une concentration inhabituelle pour son âge. Sur la feuille apparaissait une maison aux murs épais, entourée de champs, avec des lignes mauves censées représenter de la lavande. « Louise, qu'est-ce que tu dessines, ma chérie ?»« Celle où j'habitais avant, avec Henri et les enfants. » Elle décrivait des scènes entières, le marché du village, l'odeur du pain frais, le chant des cigales en été, la peur terrible pendant les bombardements. Thomas commençait à perdre patience. « Mathilde, il faut arrêter de nourrir ces délires. C'est malsain. Louise a besoin d'un psychologue, pas d'encouragement. » Une intuition puissante, presque mystique, lui soufflait que quelque chose de plus grand se jouait ici. Quelque chose qui dépassait la raison. Un soir, après avoir couché Louise, Mathilde s'installa devant son ordinateur. Les mains tremblantes, elle tapa dans le moteur de recherche « Marguerite Vidal, incendie, Provence, 1944 ». Les résultats apparurent lentement. Et là, au milieu de la page, un article des archives départementales du Vaucluse. Un titre simple, presque banal, « Tragédie à Gordes, une mère de famille périt dans l'incendie de sa ferme, 12 août 1944. Marguerite Vidal, 34 ans, mère de 3 enfants, a péri dans les flammes en tentant de sauver ses fils. Son époux, Henri Vidal, mobilisé dans la résistance, était absent au moment du drame. Les circonstances exactes de l'incendie restent indéterminées. Elle imprima l'article d'une main tremblante et le glissa dans un dossier. Elle savait que Thomas ne la croirait pas. Mais elle savait aussi, avec une certitude qui lui glaçait le sang, que sa fille n'avait pas inventé cette histoire. Louise portait en elle la mémoire d'une autre vie, la mémoire de Marguerite Vidal. Mathilde passa les semaines suivantes plongée dans les archives. Elle contacta la mairie de Gordes, fouilla dans les registres d'état civil, consulta les témoignages de guerre conservés dans les bibliothèques régionales. Chaque information qu'elle découvrait renforçait l'impossible vérité. Marguerite Vidal avait réellement existé. Elle était morte exactement comme Louise le décrivait. Et les détails que la fillette donnait, le nombre d'enfants, le métier du mari, l'époque, correspondaient parfaitement aux documents officiels. Thomas, lui, restait sceptique. Il refusait d'admettre ce qui se tramait sous ses yeux. Pour lui, tout cela n'était qu'une coïncidence troublante, amplifiée par l'imagination fertile de leur fille et l'obsession grandissante de Mathilde. « Tu es en train de rendre cette enfant folle avec tes histoires », pensa-t-il un soir excédé. « Elle a 3 ans, Mathilde. 3 ans, et toi, tu la transformes en attraction de cirque. » Mais Mathilde ne pouvait plus reculer. Elle avait besoin de savoir. Elle avait besoin de comprendre. Et surtout, elle sentait que Louise avait besoin de retourner là-bas, dans ce village provençal où tout avait commencé et où tout s'était terminé. Un matin de printemps, sans prévenir Thomas, Mathilde emballa quelques affaires, installa Louise dans la voiture et prit la route vers le sud. Le trajet dura près de 6 heures. Louise dormit une grande partie du temps, mais à mesure qu'elles approchaient de la Provence, la petite devint agitée.
Elle fixait le paysage par la fenêtre, les yeux écarquillés, comme si elle reconnaissait chaque colline, chaque virage, chaque panneau. « On arrive, maman. C'est tout près. Je le sens. » Mathilde sentit un frisson lui parcourir l'échine. Louise pouvait-elle savoir qu'elles approchaient? Elle n'avait jamais mis les pieds dans cette région. Elles arrivèrent à Gordes en fin d'après-midi. Le village perché dominait la vallée, baigné dans la lumière dorée du soleil couchant. Les maisons de pierre ocre, les ruelles étroites, les volets bleus. Tout semblait figé dans le temps. Mathilde gara la voiture sur la place principale et prit Louise par la main. « Tu reconnais cet endroit, ma chérie ?» Louise hocha lentement la tête, les yeux embués de larmes. « Oui, c'est ici. C'est mon village. » Puis, sans attendre, la fillette s'élança dans une ruelle, tirant sa mère derrière elle. Mathilde, stupéfaite, la suivit. Louise avançait avec une assurance déconcertante, tournant à gauche, puis à droite, traversant une petite place, descendant un escalier de pierre. Elle ne cherchait pas son chemin. Elle le connaissait. Elles arrivèrent finalement à l'extérieur du village, sur un chemin de terre bordé de chênes centenaires. Au bout du sentier, au milieu d'un champ envahi par les herbes sauvages, se dressaient les ruines d'une vieille ferme. Les murs étaient noircis, rongés par le temps et les flammes. Le toit s'était effondré depuis longtemps. Seules quelques poutres calcinées pointaient encore vers le ciel. Louise lâcha la main de sa mère et s'avança lentement vers les ruines. Ses petites jambes tremblaient. Arrivée au seuil de ce qui avait été la porte d'entrée, elle s'effondra à genoux, secouée de sanglots violents. « C'est là que je suis morte. » Elle pointa un doigt tremblant vers un coin de la maison effondrée. « J'étais là. J'essayais de sortir, mais les flammes étaient partout. Je ne pouvais plus respirer. J'ai crié, j'ai appelé Henri, mais il n'est pas venu. » Mathilde, les larmes aux yeux, s'agenouilla à côté de sa fille et la serra contre elle. Elle ne savait plus quoi dire, quoi penser. Tout cela dépassait l'entendement. Un bruit de pas sur le gravier les fit sursauter. Un vieil homme, appuyé sur une canne, s'approchait lentement. Il devait avoir près de 90 ans. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux brillaient d'une intelligence vive. « Excusez-moi, » dit-il d'une voix cassée par l'émotion. « Je vous ai vus arriver. Vous cherchez quelque chose ?» Mathilde essuya ses larmes et se releva. « Nous cherchons des informations sur cette ferme, sur la famille qui vivait ici. » Le vieil homme plissa les yeux, scrutant Louise avec attention. Puis son visage se figea, comme frappé par une révélation. La famille Vidal, c'était ici. Marguerite, mon Dieu, Marguerite. Louise leva les yeux vers lui. Le puits était là, murmura-t-elle en désignant un endroit précis, et le poulailler, juste à côté. Et dans le grenier, sous la 3e poutre en partant de la gauche, j'avais caché une boîte en fer avec toutes mes économies. Le vieil homme vacilla, manquant de tomber. Il fixa Louise avec une expression de terreur mêlée d'incrédulité. Personne ne pouvait savoir ça. Personne. Sauf Marguerite elle-même. Il avait été le voisin le plus proche de la famille Vidal pendant toute son enfance. Il avait connu Marguerite, Henri et leurs 3 fils. Il se souvenait de tout. Des rires qui résonnaient dans la cour de la ferme, du parfum de la lavande séchée qui flottait dans l'air, et surtout, de cette nuit terrible d'août 1944, tout avait basculé. Assis sur un vieux banc de pierre à l'ombre d'un chêne, Marcel raconta à Mathilde ce dont il se souvenait. Louise, étrangement calme, écoutait attentivement, comme si elle revivait chaque mot. Marguerite était une femme courageuse, dit Marcel, la voix brisée par l'émotion. Henri était parti rejoindre un réseau de résistants dans les montagnes. Elle restait seule avec les 3 garçons. Cette nuit-là, des soldats allemands patrouillaient dans la région. On dit qu'ils cherchaient des maquisards. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, mais la ferme a pris feu. Marguerite a essayé de sauver ses enfants. Elle est morte en les protégeant. Les garçons ont survécu. Mais elle n'a jamais pu sortir. Louise ferma les yeux, 2 larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je me souviens de la fumée, de la chaleur. Je ne voyais plus rien. J'ai crié leur nom, mais ils étaient déjà dehors, et moi je n'ai pas pu. Marcel tremblait de tout son corps. Il prit la petite main de Louise dans la sienne, ridée et fragile.
Comment peux-tu savoir tout ça, petite? Comment? Mathilde, bouleversée, expliqua tout à Marcel. Les cauchemars, les descriptions précises, le prénom de Marguerite, les dessins, la cicatrice. Le vieil homme écouta en silence, les yeux embués. Puis il murmura, « Il y a un homme que vous devez rencontrer. Un psychiatre à Avignon. Il s'appelle Raphaël Arnoux. Il étudie des cas comme celui-ci depuis des décennies. Si quelqu'un peut comprendre ce qui arrive à votre fille, c'est lui. » Quelques jours plus tard, Mathilde et Louise se retrouvèrent dans le cabinet du docteur Raphaël Arnoux, un homme d'une cinquantaine d'années au regard perçant mais bienveillant. Il écouta attentivement le récit de Mathilde, posa des dizaines de questions, examina Louise avec une patience infinie. Puis, il proposa quelque chose que Mathilde n'avait jamais envisagé. Une séance d'hypnose régressive douce. « Je veux être clair », précisa-t-il. « Ce n'est pas de la manipulation. C'est simplement un moyen de permettre à Louise d'accéder à des souvenirs profonds, sans filtre. Si ce qu'elle dit est vrai, cela se révélera. Si ce n'est que de l'imagination, nous le saurons aussi. » Mathilde accepta, le cœur battant. La séance eut lieu dans une pièce calme, aux lumières tamisées. Louise s'allongea sur un petit canapé, tenant fermement la main de sa mère. Le docteur Arnoux utilisa une voix douce, apaisante, guidant la fillette vers un état de relaxation profonde. « Louise, peux-tu me dire où tu es ?» La voix qui répondit n'était plus celle d'une enfant de 3 ans. Elle était plus grave, plus posée, empreinte d'une fatigue infinie. « Je suis dans la ferme, c'est la nuit. J'entends des bruits dehors, des moteurs, des voix allemandes. J'ai peur. Les enfants dorment à l'étage. Je dois les protéger. » Le docteur Arnoux nota chaque mot, chaque détail. Il posa des questions précises, la date, les noms des enfants, la disposition de la maison, les événements de la journée précédente. « Louise ou Marguerite ?» Répondit à tout avec une précision stupéfiante. « Henri est parti depuis 3 semaines. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Mais je sais qu'il risque sa vie. Les nazis cherchent tous ceux qui aident la résistance. J'ai peur qu'ils viennent ici. » Puis, soudain, la voix de Louise se brisa. « Ça sent le feu. Quelque chose brûle. Mon Dieu, le grenier !» Elle se mit à pleurer, à suffoquer, comme si elle revivait réellement l'incendie. Le docteur Arnoux la ramena doucement à la conscience, la réconfortant jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux, épuisée mais apaisée. Dans les semaines qui suivirent, le docteur Arnoux mena une enquête minutieuse. Il vérifia chaque information donnée par Louise sous hypnose. Les noms des 3 fils de Marguerite, exact. Les dates des bombardements dans la région, exact. Les détails sur la vie quotidienne en 1944, tous vérifiables et corrects. Mais ce qui acheva de le convaincre fut la découverte d'un document dans les archives militaires, un rapport médical de Marguerite Vidal, daté de 1932. Elle avait été soignée pour une brûlure profonde à l'épaule droite, causée par un accident avec une lampe à huile lorsqu'elle avait 10 ans. Le docteur Arnoux compara ce rapport avec des photos de la marque de naissance de Louise. L'emplacement, la forme, la taille, tout correspondait parfaitement. Il n'y avait plus aucun doute possible. Le docteur Arnoux contacta Mathilde quelques semaines après leur dernière séance. Sa voix, habituellement posée et professionnelle, tremblait légèrement au téléphone. « Mathilde, j'ai retrouvé quelqu'un qui pourrait changer tout. Jean Vidal, le petit-fils de Marguerite. Il vit toujours dans la région, près d'Avignon. Il a accepté de vous rencontrer. » Quelques jours plus tard, par un après-midi ensoleillé de juin, Mathilde et Louise se rendirent dans une petite maison aux volets bleus, entourée d'oliviers centenaires. Jean Vidal les attendait sur le perron. C'était un homme de 82 ans, voûté par le poids des années, mais dont les yeux noisettes brillaient encore d'une vivacité étonnante. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il ouvrit la porte. « Entrez, je vous en prie », murmura-t-il d'une voix émue. Le salon était simple mais chaleureux. Sur les murs, des photos en noir et blanc témoignaient d'une vie longue et bien remplie. Mathilde remarqua immédiatement un cadre ancien posé sur le buffet. Une femme, au regard doux, vêtue d'une robe claire, tenant 3 petits garçons contre elle. Louise se figea devant la photo. Elle s'approcha lentement, tendit une petite main tremblante vers le cadre. « C'est moi », souffla-t-elle.
avec mes fils, Pierre, Lucien et toi, Jean. Tu étais le plus petit, tu n'avais que 2 ans. Comment peux-tu savoir ça? Balbutia Jean, les larmes aux yeux. Louise se tourna vers lui. Son regard n'était plus celui d'une enfant de 3 ans. C'était un regard profond, maternel, chargé d'une tendresse infinie. Jean, mon petit Jean, tu avais si peur du noir. Je te chantais toujours la même chanson pour t'endormir. Dors, mon enfant, dors. Grand-mère, c'est vraiment toi? 80 ans de chagrin, de culpabilité, de questions sans réponse se déversaient enfin. Il avait toujours porté en lui la douleur de ne pas avoir pu sauver sa grand-mère. Il avait survécu, mais elle, non. Cette injustice l'avait hanté toute sa vie. « Je suis désolé, » sanglota-t-il. « Je suis désolé de ne pas avoir pu te sauver. J'ai fait ce que toute mère aurait fait. Je vous ai protégé. Et grâce à ça, tu as pu vivre. Tu as eu une belle vie, n'est-ce pas, que vous l'ayez? Si jamais, il m'arrivait quelque chose. Mais je n'ai jamais eu le temps de vous le dire. Va la chercher, Jean. Elle est à toi maintenant. » Le lendemain, accompagné de Mathilde, du docteur Arnoux et de Louise, Jean retourna sur les terres de l'ancienne ferme. Ils marchèrent jusqu'à la source, où un chêne majestueux étendait ses branches noueuses. Louise désigna un endroit précis au pied de l'arbre. « Creuse ici. » Ils dégagèrent la terre avec précaution et découvrirent une vieille boîte en fer, rongée par la rouille, mais encore intacte. Jean l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur, exactement comme Louise l'avait décrit, des lettres jaunies, des photographies sépia et une alliance en or gravée de 2 initiales entrelacées, M et H. Jean s'effondra à genoux, serrant la boîte contre son cœur, pleurant toutes les larmes de son corps. Les semaines qui suivirent cette rencontre bouleversante furent marquées par une transformation profonde. Louise, qui avait été si tourmentée pendant des mois, commença progressivement à changer. Les cauchemars qui la réveillaient chaque nuit en hurlant s'espacèrent peu à peu. Les crises de larmes inexplicables se firent plus rares. Et surtout, elle cessa d'insister pour qu'on l'appelle Marguerite. Un matin, alors que Mathilde lui préparait son petit déjeuner, Louise leva vers elle des yeux clairs, apaisés. « Maman, je crois que Marguerite est partie. » Il avait vu les preuves, entendu les témoignages, constaté la transformation de sa fille. Quelque chose de profond et de mystérieux s'était joué sous leurs yeux. Quelque chose qui dépassait la science, la logique, tout ce en quoi il avait toujours cru. Le docteur Raphaël Arnoux, quant à lui, décida de publier le cas de Louise dans une revue scientifique internationale spécialisée dans les phénomènes de conscience et de mémoire inexpliqués. Son article, intitulé « Le cas Louise D », premier cas documenté de réincarnation en France avec preuves matérielles et témoignages vérifiables, fit l'objet de débats passionnés dans la communauté scientifique. Certains chercheurs restaient sceptiques, invoquant des explications alternatives, mémoire génétique, télépathie, cryptomnésie, mais d'autres, troublés par la précision des détails et la convergence des preuves, durent admettre qu'ils se trouvaient face à un phénomène qui remettait en question leurs certitudes les plus profondes sur la nature de la conscience et la continuité de l'existence après la mort. Jean Vidal, lui, vécut ces dernières années dans une paix qu'il n'avait jamais connue. La rencontre avec Louise avait refermé une blessure vieille de 8 décennies. Il avait enfin pu dire adieu à sa grand-mère, entendre ses mots de réconfort, comprendre que sa mort n'avait pas été vaine. L'alliance retrouvée dans la boîte en fer ne quitta plus son doigt. Il la porta jusqu'à son dernier souffle, comme un lien sacré entre 2 vies, 2 époques, 2 âmes réunies par-delà le temps. Avant de mourir, à l'âge de 85 ans, Jean écrivit une lettre à Louise qu'il confia à Mathilde avec pour instruction de ne la lui remettre que lorsqu'elle serait assez grande pour comprendre. « Ma chère Louise, mais je voulais que tu saches une chose. Tu m'as sauvé la vie, le pardon, la paix et la certitude que l'amour ne meurt jamais. Merci d'avoir permis à 2 âmes brisées de guérir. » Elle ne parlait plus jamais de Marguerite, mais parfois, lorsqu'elle passait devant un champ de lavande, elle s'arrêtait, fermait les yeux et respirait profondément, un sourire mélancolique aux lèvres. Mathilde, quant à elle,
comprit qu'elle n'avait pas seulement donné naissance à sa fille. Elle avait également permis à une âme tourmentée de trouver enfin la paix. Elle avait été l'instrument d'un miracle invisible, d'une guérison qui transcendait les lois du temps et de l'espace. L'histoire de Louise et Marguerite devint un symbole d'espoir pour tous ceux qui avaient perdu un être cher. Elle rappelait que l'amour est plus fort que la mort, que les âmes ne disparaissent jamais vraiment, qu'elles continuent leur chemin, d'une vie à l'autre, portant en elles les leçons, les blessures et les guérisons accumulées au fil des existences. Et quelque part, dans un coin de Provence, sous un chêne centenaire près d'une source claire, l'âme de Marguerite Vidal reposait enfin en paix, libérée de ses chaînes, réconciliée avec son destin, réunie pour l'éternité avec ceux qu'elle avait tant aimés. La mort, après tout, n'était qu'un passage. Et l'amour, lui, ne connaissait ni frontières, ni limites, ni fin.